Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Qui dit mois de janvier dit bonne résolution. Et peut-être que parmi celles que vous avez listées, il y en a qui concernent votre travail. Peut-être avez-vous décidé de faire plus entendre votre voix, de faire mieux reconnaître votre valeur, de moins vous laisser marcher sur les pieds par votre N+1 pénible. Ou peut-être même que vous vous êtes promis de trouver un nouveau taf, de quitter ce boulot qui a fini par être plus une source de souffrance qu'autre chose. Si c'est le cas, je vous conseille de lire le livre de Séverine Bavon, Ciao les nazes, torpiller son job en 19 étapes. Un bouquin tout à fait réjouissant qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont et qui fait la liste de tout ce qui rend le travail de bureau parfois insupportable et souvent très peu épanouissant. Qu'il s'agisse des mails passifs-agressifs, de la fausse bienveillance ou encore des mensonges de l'idéal méritocratique. Un tour d'horizon certes douloureux, mais qui a le mérite de nous mettre face à la vraie question. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige tout ça ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Juste avant de démarrer, un mot sur notre invitée, Séverine Bavon. Outre être l'autrice donc de ce livre Ciao les nazes, elle tient la newsletter CDLT que je vous conseille vivement et qui elle aussi explore notre rapport au boulot. Un rapport complexe qui, plus le temps passe, ne va pas en simplifiant. Dans le livre, je parle de Danielle Linhart, une sociologue, qui a une réflexion qui m'a absolument retournée, qui est de raconter comment on a enrobé l'exploitation dans ce que j'appelle un mon chéri. On a enrobé la cerise de l'exploitation dans le chocolat de l'accomplissement de soi. En fait, on s'est bien rendu compte que de dire aux gens de se dépasser, de les pressuriser, etc., au bout d'un moment, ça atteignait ses limites. Mais on ne peut pas arrêter pour des raisons structurelles. On a toujours besoin que les gens se dépassent et fassent un peu plus que ce qu'on attend d'eux. Et donc, on l'a enrobé dans cette carapace sucrée de se dépasser, se challenger, sortir de sa zone de confort. Et donc, les conditions sont les mêmes, les conditions sont difficiles, les conditions sont particulièrement difficiles. Moi, dans le livre, je parle de conditions carcérales quand je parle de l'entreprise, parce qu'on a un rythme imposé, parce qu'il y a des règles à subir et qu'on se prive de notre liberté, c'est dans le code du travail. Mais aujourd'hui, c'est transformé comme une opportunité de se dépasser, de se challenger. Et au fond, on n'est pas dupe. Et en fait, c'est un peu ça que raconte le livre. C'est que on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui cloche. On se rend bien compte qu'on se fait un petit peu douiller sous des airs sucrés de bienveillance et de challenge. Mais les réalités sont toujours les mêmes. Il y a quelque chose de fondamental qui peine à évoluer vers le mieux. Et tu parlais d'enrobage, une autre des couches de ce mon chéri, au-delà de donc se challenger et se dépasser, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du bien-être au travail. Alors ça passe par des ateliers yoga au travail, par tout là aussi un décorum, mais qui n'est finalement qu'un décorum, c'est-à-dire que ça ne s'accompagne pas d'un travail de fond sur les racines profondes du mal-être qui est bien réel au travail. Le yoga en entreprise, le yoga gratuit, même si je trouve ça super, j'adore, et dès que j'ai pu en faire, j'en ai fait. J'appelle ça un pansement sur une pustule de verre au lait, parce que ça consiste à faire plusieurs choses. Ça consiste, à proposer une solution simple, un peu trop simple, simpliste, à des problèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça. Ça consiste aussi à proposer quelque chose de sympa et d'en apparence généreux, mais qui revient au final, et c'est ce que dit Zineb Fassi dans son livre sur le yoga, à dire aux gens, la responsabilité, elle est un petit peu sur vos épaules. Si vous êtes stressé et que vous êtes à bout, c'est peut-être pas juste les conditions de travail qui sont intenables et les deadlines trop courtes et la pression trop élevée, c'est peut-être juste que vous faites pas assez de chien tête en bas. Et par ailleurs, il est important de mentionner que ça part rarement d'une mauvaise intention. Les personnes qui mettent ça en place le font dans une volonté sincère d'offrir quelque chose de sympa aux employés. La réalité, c'est que souvent, ça sert à masquer le fait qu'il y a des problèmes structurels qu'il est coûteux et complexe de régler et qu'on n'est pas forcément à même ou qu'on n'a pas forcément envie de s'attaquer à ces problèmes-là. Et donc, ça donne des solutions qui sont sucrées et qui ont l'air généreuses en apparence. Oui, et puis la question des apparences, elle rejoint aussi la question qui est très fréquente dans le livre, la question du langage, qui est très importante en entreprise, surtout dans des entreprises qui tournent autour de la communication, la publicité, etc., etc., ce qui est donc le parcours que toi tu as eu, Séverine, et qui donc forcément transparaît aussi dans le livre.
c'est ce type d'entreprise, ce type de métier où la langue, elle est très importante. C'est aussi des espaces où on tord beaucoup le langage pour lui faire dire des choses, pour là aussi masquer, là aussi créer toute une espèce de décor sympathique, jeune, énergique, international, ouvert sur le monde, pour en fait masquer une réalité qui est beaucoup plus triste et terne qu'elle n'en a l'air. Albert Bandura appelle ça la labellisation euphémistique. On utilise un jargon cotonneux pour enrober les choses difficiles. Je pense que l'expression qui continue à me dépasser, c'est plan de sauvegarde de l'emploi, qui veut littéralement dire plan de licenciement. C'est-à-dire que ça veut littéralement dire l'opposé. Et en fait, ce qui est compliqué avec cet usage du langage, ce qui est pernicieux avec cet usage du langage, c'est que en enrobant les choses difficiles par des périphrases cotonneuses, en fait, on les fait perdurer. On leur permet de continuer à exister. Quand on se retrouve à dire « oui, on sait, c'est un manager exigeant », ce qui veut toujours dire toxique, finalement, on excuse un comportement, on fait ressentir à la personne à qui on le dit que si elle souffre, c'est peut-être un petit peu de sa faute parce qu'elle est peut-être un peu trop sensible, et on fait perdurer ces situations. Et en fait, c'est extrêmement dangereux. Ça a l'air rigolo comme ça de se moquer de ces expressions qui veulent dire l'opposé ou qui sont juste des euphémismes un petit peu mous. Mais la réalité, c'est que le langage, quand on l'amoindrit, on amoindrit notre capacité à dire les choses. Et je suis absolument persuadée, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, que de prendre conscience des problèmes, ça commence par les dire clairement, les partager les uns avec les autres. Et en amoindrissant le langage, on amoindrit notre capacité à formuler et à s'unir. L'autre effet pervers, on va dire, de cet enrobage langagier, c'est que pour survivre, ou en tout cas pour vivre en entreprise, on est obligé de l'adopter pour se faire comprendre, pour communiquer. Donc du coup, on se retrouve à participer et quelque part aussi à émousser aussi notre capacité, c'est ce que tu décrivais à l'instant, notre capacité à dire « non, bah ça me convient pas ». Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que l'autre type d'organisation qui utilise du jargon, c'est les sectes. Et le jargon a un peu deux usages. C'est définir un « nous » et exclure le reste. Et c'est vrai que souvent, pour appartenir, on est obligé d'employer le même jargon que les autres parce qu'on s'entend, parce qu'on sait bien quel est le vrai sens derrière le mot, mais toujours est-il qu'on n'utilise pas le mot. Et d'une certaine façon, effectivement, on se retrouve à faire perdurer des situations. Puisque je cite des gens, c'est Christophe Dejour, le psychologue, qui analyse dans Souffrance en France les mécanismes de la souffrance au travail. Et parmi ces mécanismes, il en analyse un que je trouve particulièrement intéressant, qui est cette espèce de mécanique de solidarité de groupe, ce qui peut se créer pour tenir face à des circonstances difficiles au sein d'un groupe, et qui peuvent être des blagues, des sous-entendus, des moyens de gérer la difficulté. Et en fait, c'est de la survie, c'est des mécanismes de protection de soi, mais c'est aussi des moyens de faire perdurer, parce que tant qu'on accepte les situations et qu'on continue à y survivre, à tenter d'y tenir, par le yoga comme par le langage, on leur permet de perdurer. Important de préciser quand je dis ça, qu'en disant ça, on pourrait croire que je mets la responsabilité sur les gens. On n'a pas tellement le choix quand on se retrouve à accepter des périphrases euphémistiques pour adoucir le malheur, mais on n'est pas responsable de cette situation. Elle est bien plus large que nous et elle est bien plus grande que nous. En revanche, commencer par s'avouer les choses, je pense que c'est important. Et ça va jusqu'à des sujets comme le burn-out, qu'on amoindrit beaucoup. Et résultat, quand soi-même on est en train de traverser une période difficile et qu'on est en route vers le burn-out, à force de l'amoindrir, on amoindrit aussi notre perception des signes. Et on accélère d'autant plus vers le burn-out. C'est d'autant moins de notre faute, pour poursuivre un peu ce que tu disais, que, on va dire, tout le système dans lequel on évolue est fait pour nous inciter à rester dans ces entreprises, à rester au travail, à s'accrocher au travail par peur de le perdre et par peur aussi du déclassement social. Alors je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans la newsletter CDLT que tu animes et que tu écris, et dont est issu aussi ce projet Ciao les nazes. Je ne sais plus donc si c'est dans le livre ou dans la newsletter que tu disais que tu rappelais qu'un Français sur deux a peur
de se retrouver SDF un jour. Ce qui dénote de la puissance que cet imaginaire cauchemardesque projette sur nous. C'est-à-dire que la peur du déclassement, c'est très concret, notamment pour notre génération qui est issue de la crise, etc., etc. Et ça explique aussi peut-être pourquoi on s'accroche des fois à des boulots qui nous font du mal. Ouais, c'est vraiment une statistique qui reste avec moi. Elle est sortie en 2007. Un Français sur deux a peur de devenir SDF un jour. C'est fou parce qu'aux États-Unis, où ils ont beaucoup plus de chances de devenir SDF parce qu'ils n'ont pas le filet de sécurité qu'on a, c'est un quart des gens. Donc on a cette peur ancrée, effectivement, du déclassement, de tout perdre. Et je pense que c'est la source du mal. Je suis vraiment profondément persuadée que cette peur-là, et je ne dis pas qu'elle n'est pas légitime, c'est la source de pourquoi on continue d'encaisser autant. Et quand je dis ciao les nazes et que je fais un livre qui est une lettre de démission, j'incite pas les gens à démissionner, parce qu'on sait tous que la démission, c'est quand même la façon la moins confortable de quitter une boîte. En revanche, je questionne fondamentalement cette perception qu'on a tout à perdre en partant. Et au fond, je nous fais nous poser la question de est-ce qu'autre chose de mieux n'est pas possible ? Est-ce qu'on ne mérite pas mieux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer par décréter que la souffrance n'est pas normale ? Ça, c'est quelque chose qui continue de me fasciner. Et par ailleurs, chez moi aussi, c'est-à-dire cette idée que pour avoir de la valeur, toute forme de travail, d'accomplissement doit avoir été pénible. Si c'est facile, c'est mauvais signe. Si on douille, alors c'est qu'on est en train de sortir de notre zone de confort et c'est donc le signe que ce qu'on fait, c'est bien. Je suis pas d'accord et c'est un travail de tous les instants parce que je pense qu'on partage assez foncièrement, assez fondamentalement cette perception. Et je suis pas d'accord, mais c'est un travail très très difficile que de se sortir de cette perception-là et de se dire, en commençant par soi, je pense que je mérite mieux, je peux m'autoriser à faire quelque chose qui me va, qui me plaît, à être dans des conditions qui me vont. Ça, c'est le point 1. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Évidemment, le marché est compliqué, particulièrement compliqué en ce moment. Et donc, c'est difficile de s'extraire d'un job et de trouver mieux et d'aller vers le mieux. Mais ça ne peut pas commencer si on ne commence pas par refuser l'idée que la souffrance est nécessaire à toute forme d'accomplissement valable. Dans notre rapport collectif au travail, il y a plusieurs moments de bascule. Il y a eu par exemple 2008, la crise financière et ses conséquences. Et puis il y a eu 2020, le Covid, et sa façon très brutale de nous faire tout d'un coup reconsidérer, à nous qui travaillons derrière un ordinateur, notre façon de vivre nos vies. Je pense que 2020 a été radical. Je pense que les transformations étaient déjà en train de se passer, mais que ça a été un accélérateur. Parce qu'il s'est passé 3 trucs pour les personnes qui travaillaient devant des ordinateurs en 2020. C'est on s'est rendu compte que nos métiers n'étaient pas essentiels. C'est quand même une grande leçon d'humilité. 2, on a eu un rapport au temps très étrange, où on s'est soudain mis à avoir tous très très peur de mourir au point de laver nos légumes, mais aussi à réaliser que la vie était courte et que plein de choses pouvaient nous arriver et qu'en fait, peut-être qu'il fallait la vivre maintenant. Et 3, il y a eu un véritable effet sur le rapport au travail. Je pense que la première chose que le télétravail forcé a fait, c'est que ça a dénudé le travail de tous ses à côté. On s'est retrouvé face à notre travail pur et sans scorie et on s'est rendu compte que pour ça, qu'il était peut-être pas si intéressant une fois qu'on retirait le yoga, les cafés, etc. Et surtout, on s'est retrouvé face à nos conditions de vie. On s'est retrouvé face aux conditions de vie qu'on a dû accepter pour pouvoir travailler. On s'est retrouvé pour beaucoup dans des tout petits appartements en ville qui étaient faits pour dormir, pas pour vivre, dans lesquels on a passé des mois et des mois. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait ça pour pouvoir travailler, pour pouvoir payer l'appartement, pour pouvoir travailler. Je pense que ça a été un choc. Ajoutons à ça évidemment le télétravail qui tout d'un coup s'est révélé possible alors qu'on nous disait qu'il ne l'était pas. Tout ça, plus la réflexion sur le temps et la vie qui est courte, tout ça, et le fait que nos métiers ne sont pas essentiels, tout ça a été une sorte de prise de conscience collective assez fondamentale qui nous a fait réaliser, je pense, que plutôt que d'attendre un meilleur moment après avec la retraite, il y avait probablement une urgence à reconsidérer ce que le travail nous avait fait accepter et à reconsidérer et notre rapport au travail et nos conditions de vie. Et ça a créé ce moment-là et cette prise de conscience-là qui du coup a été
Enfin, tu vois, on parlait du langage tout à l'heure. Pour le coup, elle a été très verbalisée. Beaucoup de gens ont pris la parole pour dire que on était arrivé peut-être dans une impasse de ce système et qu'il allait falloir trouver d'autres moyens de faire. Ça a suscité, j'ai l'impression, notamment chez les dirigeants d'entreprise, une espèce de panique qui fait qu'on a vu se diffuser un narratif très très étonnant qui n'a pas duré très longtemps, mais sur lequel j'aimerais bien avoir ton avis, qui était la peur de la grande démission. Alors ça, c'était un truc qui a fait la une des journaux et surtout des magazines économiques pendant quelques temps, mais après, on est passé à autre chose, qui était donc cette idée de dire, en fait, tout le monde va démissionner, ils vont tous aller faire du pain et couper du bois en Ariège, enfin, en gros. Que c'était un peu ça l'idée. Comment toi, tu le vois, cette peur panique de la grande démission ? En fait, ça a été marrant parce que la grande démission, effectivement, alors surtout aux États-Unis, elle a existé dans les chiffres, mais elle a juste été un rattrapage de toutes les démissions qui n'ont pas eu lieu pendant le Covid parce qu'on était tous trop occupés à survivre et qu'il fallait s'accrocher à son travail. Et ça a été juste un rattrapage. Mais effectivement, ça a été une période assez terrifiante pour beaucoup d'employeurs sur énormément d'aspects. Parce que soudainement, effectivement, prise de conscience du côté des employés que peut-être qu'ils pouvaient avoir mieux comme conditions de vie et comme conditions de travail. Et donc, malgré tout, malgré des conditions économiques difficiles, un début d'exigence finalement sur la qualité de vie au travail. Et puis, par ailleurs, je pense qu'une des peurs aussi qui se sont passées pendant le Covid du côté des employeurs, c'était une forme de perte de contrôle. Parce que, au fond, on a un monde du travail où une énorme partie du contrôle qui avait lieu sur les employés se passait par l'un des seuls outils véritablement mesurables, c'était leur présence au travail. C'est quand même un peu la source du présentéisme, c'est qu'on mesure l'engagement des gens autant qu'ils passent à travailler, et surtout qu'on les voit passer à travailler. Et soudainement, toutes ces personnes sont devenues très, très intangibles et très lointaines et très difficiles donc à contrôler. Et donc je pense qu'il y a une peur soudaine d'une perte de contrôle finalement sur les employés qui s'est avérée pas si réel que ça, parce que, d'une part, l'engagement et la productivité des employés, toute chose égale par ailleurs, n'a pas baissé pendant le Covid, au contraire, elle a légèrement monté. Et deux, parce que les gens ont toujours besoin d'un taf. Ça n'a pas bougé du jour au lendemain. En revanche, effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose qui part uniquement d'en bas, il y a eu vraiment une demande à plus de flexibilité, plus de place pour la vie, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'être 8 heures par jour dans un endroit pour faire un travail, au contraire d'ailleurs, qu'on pouvait être potentiellement plus efficace d'une autre façon et récupérer un peu de vie, et que plus on récupère de vie, meilleur on est au travail. Il y a une nouvelle ombre sur ce tableau du travail qui est apparue depuis, enfin qui s'est agrandie depuis, elle était déjà là plus ou moins, mais disons que tout le monde en a bien conscience maintenant, notamment dans ces métiers qu'on décrivait plus tôt, qui sont plutôt de l'ordre du créatif, etc. C'est l'IA, tu termines d'ailleurs le livre dessus. Est-ce que là aussi ça va être un point de bascule, un point de renversement peut-être aussi du rapport au travail, le fait de se dire, bon, si la seule perspective que j'ai, c'est d'être petit à petit grignoté par l'IA, peut-être qu'il va falloir que je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. En tout cas, c'est le parti que je prends. Parce qu'à date, sur l'IA, on ne sait pas. Ce qui est fascinant, c'est que personne ne sait, mais tout le monde a un avis. Donc il y a ceux qui nous disent que ça va supprimer le travail humain, ceux qui nous disent mais pas du tout, parce que dans toute révolution, il y a toujours une réorientation et que en fait les emplois supprimés vont être créés. En fait, en réalité, on ne sait pas. Il faut commencer par dire ça. C'est pas grave de pas savoir. Moi, ce que je dis, c'est prenons ça comme l'opportunité d'une réflexion. Dans le livre, je reparle de la campagne de Benoît Hamon. Et je me dis, à l'époque, tout le monde avait bien rigolé sur cette idée de taxe sur les robots et de revenu universel. Il est arrivé un quart d'heure trop tôt, parce qu'aujourd'hui, on rigole beaucoup moins. Et en fait, plutôt que de uniquement soit s'alarmer, soit vraiment pas assez s'alarmer, je propose qu'on réfléchisse tous ensemble à ce que ça peut vouloir dire un monde où il y a moins de travail. Et je trouve qu'il y a des idées extraordinairement intéressantes sur le sujet. Moi, celle qui me fascine le plus, c'est celle de Yanis Varoufakis, qui parle d'un dividende universel. Donc, pas un revenu universel, pas une prestation sociale, mais de se dire, OK, tous ces géants de la tech, pour faire leurs outils, ils utilisent nos écoles. Bien sûr, ils sont subventionnés par les États. Ils utilisent des ressources, des datas, des recherches qui viennent du public. Ils utilisent évidemment nos données, nos usages pour nourrir leur modèle. Donc en fait, est-ce qu'ils ne nous doivent pas un dividende ? Une part de leur profit qui reviendrait aux humains, aux gens.
et qui pourrait nous permettre de nous libérer de ces carcans-là. Moi, je trouve ça intéressant, ce genre de réflexion. Ça peut sembler stupide et utopiste, mais c'est le moment ou jamais de les avoir et de se dire, peut-être que on va avoir moins de temps de travail à l'avenir et que plutôt que d'essayer de comme on l'a fait à travers l'histoire, de créer des opportunités de travailler, de créer des raisons de travailler pour remplir ce temps et pour rester au travail, peut-être qu'on peut réfléchir à ce qu'on peut faire de ce temps-là. J'ai une dernière question qui rejoint la toute fin du livre, parce que j'ai trouvé vachement bien le fait que donc il y a tout évidemment tous ces constats qu'on a pu faire, et il y en a bien d'autres parce qu'il y a quand même 19 étapes dans cette longue lettre de démission qui est le livre, mais il y a aussi beaucoup de ressources dans le livre, et à la fin notamment il y a plein de contacts, de liens, de propositions, de choses à aller voir pour justement essayer de détricoter son propre rapport au travail, voire se sortir des fois d'une situation qui est pas simple. C'était important d'avoir quand même ce côté boîte à outils aussi, que ce soit pas juste un gros coup de gueule et un cri de désespoir par rapport au monde du travail, mais que ce soit aussi utile. Moi, j'adore râler. Je trouve que râler, c'est une des plus belles choses qu'on ait en France. C'est la France, ça, madame. Ouais, j'ai vécu un peu à l'étranger, et vraiment, la chose qui m'a le plus manqué avec le Saint-Maurès, c'est le râlage. Je pense que notre capacité à râler est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que notre capacité à râler, c'est ce qui nous permet de créer du lien social, de créer un terrain d'entente. Et c'est aussi une preuve de notre exigence. C'est une preuve de notre volonté de faire mieux et du fait qu'on n'oublie pas que les choses peuvent s'améliorer. Et donc, ce bouquin est un énorme râlage. Ça fait du bien, mais le râlage, pour moi, c'est toujours le préalable à l'action. Finalement, un mouvement social, c'est un râlage commun mis en action. Et en fait, pour moi, c'était important de terminer le livre, avec des perspectives positives, des réflexions sur est-ce qu'on ne peut pas réduire la semaine de travail à 4 jours, même peut-être à moins. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce temps pour autre chose qui soit bénéfique à la société? Et puis avec des ressources, que ça soit des accompagnements pour quand les choses sont difficiles, des outils en ligne qui peuvent être utiles quand on a un problème. Rappeler qu'il existe énormément de dispositifs et de structures, parce qu'on vit quand même dans un pays plutôt sympa et qu'il faut qu'on s'y accroche sur ces aspects-là pour accompagner à la reconversion, au changement de métier. Et donc c'était important pour moi, et c'était aussi important pour moi de partager des collectifs et des associations. Il y en a une que j'aime énormément qui s'appelle Mouvementé, mouvement plus loin à la lettre T, qui est un collectif de cadres qui, je cite, s'engage pour un monde du travail plus juste et plus doux. Et en fait, ce que fait Mouvementé, par exemple, c'est de permettre aux gens de se réunir, de les rapprocher des personnes qui réfléchissent le travail, pour leur donner les outils pour leur réfléchir et pour finalement arriver à comprendre ce qui est le but, pour moi, de ce livre, par exemple, qui est que tous les problèmes qu'on vit tous, chacun de notre côté, sont en fait structurels. Et en fait, je pense que une fois qu'on a râlé, qu'on a pu râler ensemble, c'est important de prendre ces constats-là et de se mettre en action avec. Merci à Séverine Bavon pour son temps et ses réponses. Son livre Ciao les nazes, torpiller son job en 19 étapes, il vient de sortir, on l'a dit, chez Robert Laffont. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.